Qu'est-ce que c'est ? Tu te mets à la musique ? Mais non, regarde. Oui, Ah, pour une fois, c'est moi qui vais t'apprendre quelque chose alors. peut-être, oui. Mais avec cette vieille boîte à clous, je ne vois vraiment pas quoi. Certaine ? Pas d'idée ? Comment attraper le tétanos pour les nuls, peut-être ? Très drôle. Non, ce sont les vieux clous que papa gardait. Il les récupérait sur des vieilles traverses, tu te souviens pas ? Montre ! Ouah, l'odeur quand tu ouvres le bocal. On est plus proche de la décharge sauvage que de la forêt de bambou. Ah, c'est clair. Mais à l'époque, on était un peu moins regardant sur les produits chimiques. Cette odeur, c'est de l'histoire, en fait. C'est une machine à remonter le temps. Nous voilà plongés au temps de la vapeur. Ah, la belle époque. Les locomotives à vapeur nourries au charbon pour pouvoir afficher leur plus belle fumée. Toute une époque. Tu te rends compte du chemin parcouru depuis un siècle ? On parle de train vert maintenant. Ouais, enfin, il y a encore pas mal de boulot quand même. Bah, c'est sûr. Mais une fois de plus, le chemin de fer, c'est le reflet de la société, de ses évolutions, de ses aspirations. Enfin, on n'a pas fait plus vert que nos jambes pour se déplacer. Bon, et alors saute dans tes baskets. Si tu veux arriver à temps pour l'anniversaire de mamie Béatrice, c'est à 200 km. Moi, je prends le train. Ouais, bon, d'accord. Par contre, j'ai une idée, je vais lui fabriquer quelque chose avec les clous de papa. Une œuvre d'art signée Arthur. Oh non, ça sent la catastrophe, ça. Prépare-lui plutôt un concert de maracas avec ton bocal. Ouais, je vois, je suis un artiste incompris. Je serai comme bien d'autres, reconnu plus tard. Bienvenue dans Il était une voix, le podcast de Rail et Histoire. La guerre, l'écologie, le droit des femmes, l'élection présidentielle, l'art. Chaque mois, nous explorons l'histoire au travers d'une thématique. Aujourd'hui, la question de l'écologie et de l'environnement est très présente. C'est un thème majeur et structurant de la société et du discours politique. Chaque jour, nous entendons parler d'urgence climatique, de décarbonation, de réchauffement climatique, de gaz à effet de serre, de développement durable, etc. Et, dans la lutte qui s'engage pour préserver ce qui peut l'être ou, en tout cas, stopper une dégradation qui, à l'heure actuelle, semble inéluctable, le train est souvent mis en avant comme le moyen de transport propre et vert par excellence. Mais qu'en est-il vraiment ? Le train est-il écologique ou est-ce simplement une image ? C'est la question que je me suis posée dans cet épisode. J'en ai parlé avec Arnaud Passalacqua, professeur des universités en aménagement de l'espace et urbanisme à l'UPEC, membre du comité scientifique de Rail et Histoire et responsable de l'axe de recherche Train et écologie, 19e-21e siècle. C'est une association qui est en fait, à mon sens, assez récente, qui n'a, à mon avis, en tout cas dans le cadre français, a pas plus d'une quinzaine d'années, ou en tout cas peut-être a commencé par le train urbain, le métro, le tramway, donc là depuis plus longtemps, mais le train en tant que, je dirais, système ferroviaire, interurbain, etc., à mon avis, ne s'est emparé de cette thématique écologique et de cette différenciation possible face à l'automobile et à l'avion que de façon relativement récente à l'échelle historique. Et l'intérêt de l'axe, c'était de se dire, en fait, aujourd'hui, effectivement, quand on prend le TGV, il y a marqué grande vitesse, bas carbone, il est un peu peint en vert, etc. Mais on sait, en fait, comme historien, que c'est loin d'avoir été le cas depuis les débuts du train, où on a plutôt une forme, pour le prendre très matériellement, une forme de production, de pollution, de fumée noire, etc., d'incendie, de tout un tas de choses, de consommation d'eau, de tout un tas de choses qui ne sont pas immédiatement associées à l'écologie. Prenons donc un peu de recul et remontons le temps. Le train, aujourd'hui mis en avant comme la panacée ou presque à tous les maux écologiques liés au transport, n'a donc pas toujours été, selon nos critères actuels, un transport très propre. En effet, imaginons aujourd'hui notre réaction en pénétrant dans une gare face à une rangée de locomotives vapeur, nourries au charbon et dégageant d'immenses panaches de fumée, bleues, blanches ou noires. Le train ne nous apparaîtrait pas si vert que cela. En fait, la question d'une écologie en lien avec le train trouve progressivement sa place au XXe siècle. Souvent, on va associer le moment de l'émergence de l'écologie politique aux années 70, fin 60, 70, autour de figures. Alors, il y a le rapport Meadows de 72, il y a Ivan Illich et ses différents écrits, tous ces éléments qui datent des années 70, qui inscrivent une écologie politique, mais qui reste quand même un discours assez marginal par rapport à la société, et qui s'était intéressé aux questions de transport. Et par exemple, pour prendre un de ces exemples, Ivan Illich, son objet phare, c'est le vélo. C'est pas du tout le train, c'est le vélo. Et en revanche, tout ça
alors soit infuse sur un temps long, soit est masquée par le moment des années 80-90 où le pétrole n'est plus un problème et n'est plus cher. Le contre-choc pétrolier qui fait qu'on continue sur un mode de développement très centré sur les modes très consommateurs de pétrole. On construit un territoire qui est très orienté autour de ces modes consommateurs. Et à l'échelle française en tout cas, la solution qui vient sauver le train, c'est pas le discours de l'écologie, c'est le discours du TGV qui est centré sur, je dirais au moins trois aspects. C'est l'idée de l'innovation, de vitesse, d'innovation, l'idée de vitesse, et puis l'idée démocratique d'un train pour tous, un train bien pour tous. Et donc on a toute cette focalisation autour du TGV sur les années 80, 90, encore 2000, et le basculement vers l'enjeu écologique. Évidemment, se joue, alors sur trame de fond, il y a les accords de Kyoto, il y a la question des gaz à effet de serre, qui d'abord vont toucher la ville, parce qu'en fait, c'est quand même en ville qu'on se dit que les transports collectifs vont être les plus à même de remplacer l'automobile. Donc autour en France par exemple, des lois comme la loi SRU en 2000, donc toute une série de lois qui vont travailler sur la solution alternative de la densité urbaine pour faire du transport collectif et donc du rail, l'émergence des tramways, la réinvention du tramway depuis 85 à Nantes, et puis les grandes années du tramway, les années 2000 pour faire vite. Et en fait, ce n'est que donc depuis 10 à 15 ans que la SNCF, en tant que transporteur interurbain, s'est vraiment emparée de cette question de l'écologie comme étant une différenciation possible dans les mobilités interurbaines. Certes, le train n'est donc pas parfait, mais il dispose de nombreux avantages, et il doit être regardé en comparaison à d'autres moyens de transport et avec des critères précis. Le grand avantage du train, c'est incarné par l'un de ses objets phares qui est le rail. Si le train est efficace, c'est parce qu'il réduit les frottements avec le rail. Donc la roue sur le rail permet d'avoir une efficacité et donc une réduction de la consommation énergétique par passager kilomètre très forte par rapport à un contact, on va dire, pneu-route pour comparer avec l'automobile. Là, la première force. Et puis la deuxième force, c'est qu'il va quand même assez vite par rapport à l'avion, sans avoir besoin de consommer beaucoup pour décoller. Pour évaluer le train, tout est donc question de choix et de critères. On peut choisir de regarder les émissions de CO2, la consommation d'énergie, l'utilisation de l'espace, les nuisances sonores et bien d'autres encore. Si l'on s'attarde sur les émissions de CO2 par exemple, en moyenne, une voiture émet 160 grammes par passager au kilomètre, un avion 170 et le train 35. Voyager en train permettrait donc d'émettre entre 3 et 5 fois moins de CO2 qu'en voiture et entre 7 et 10 fois moins qu'en avion. Alors, comment c'est possible ? D'abord, c'est un transport en commun. Il permet donc un regroupement de voyageurs. Les émissions sont donc réparties et lissées sur le nombre de passagers qui, dans une voiture classique, n'excède pas 5 personnes. On estime qu'une ligne de chemin de fer a une capacité de charge de 9000 voyageurs, soit 6 fois plus qu'un bus et 45 fois plus qu'une voiture. Pendant qu'il circule, un train peut produire de l'énergie, grâce au freinage régénératif, ce qui permet donc des économies en termes d'énergie. Tout au long du XXe siècle, le réseau français s'est modernisé et a été électrifié. En consommant essentiellement de l'électricité, le train réduit donc considérablement ses émissions de polluants atmosphériques, à l'origine de maladies graves. Là encore, il faut tout de même réfléchir à la question, se détacher un peu du discours officiel et s'interroger sur ce que l'on regarde. Il faudrait aussi s'intéresser à la production de l'énergie en France pour voir si l'électricité peut être considérée comme une énergie verte. En fait, moi, je pense qu'il y a une question que le ferroviaire aujourd'hui n'aborde pas de front, c'est son rapport au nucléaire. Je crois que la SNCF est le premier client de EDF. Je rappellerai que le TGV a été lancé lors du même Conseil des ministres de 1974 qui a décidé du programme électronucléaire français, le dernier de Georges Pompidou, en mars. Donc on a un lien fort, électrification et donc nucléaire en France. Je pense que cette question, on voit que le nucléaire monte aujourd'hui dans le débat. Je pense que cette question qui derrière ça pose un certain nombre de questions environnementales sur les déchets, elle n'est pas prise pleinement, frontalement en France par la SNCF, pour le prendre vite. C'est pas exactement la même chose en Allemagne, où vous avez par exemple des trains qui circulent avec
marqué dessus Ökostrom, ça veut dire courant électrique écologique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, mais en tout cas, il s'annonce, enfin c'est un pays anti-nucléaire, donc il s'annonce pas nucléaire, on va dire, probablement pas carbone, probablement renouvelable, etc. Qui pose d'autres questions, mais en tout cas, je trouve que l'association électrique-train n'est pas assez creusée encore, alors qu'on voit que dans le monde de la consommation directe d'électricité par les consommateurs et consommatrices, il y a des mouvements de fournisseurs qui veulent entièrement du renouvelable, ce genre de choses. Donc je pense qu'une des questions qui se pose au train à l'avenir, c'est son rapport au nucléaire. Il y a d'autres nuisances qui peuvent être prises en compte lorsque l'on veut faire des comparaisons. Le bruit, par exemple. On estime que des voitures dans un bouchon émettent 80 à 90 décibels. Un avion au décollage 140, un TGV à 25 mètres 90 et un tramway à 40 km/h 75 décibels. De plus, contrairement aux voitures sur les axes passants, les trains ne circulent pas en continu. Cette question des nuisances sonores n'est pas du tout anodine et est considérée de plus en plus comme une pollution et une nuisance avec de graves répercussions. Peut-être que les gens auront transformé leur rapport à l'imaginaire et se dire qu'entendre le train, ça se dira, bah oui, j'entends le train, mais je sais que c'est autant de voitures qui ne circulent pas, par exemple. Donc on pourra avoir une façon de se représenter les choses, d'accepter ce bruit. De même que de façon, aujourd'hui, on accepte qu'il y ait des populations très nombreuses qui vivent sous le bruit de l'avion. Il y a une carte très intéressante de bruit par IF sur l'Île-de-France qui montre le nombre de mois en bonne santé que les gens perdent à vivre à cause du bruit. Et ça montre la carte des aéroports. Et les gens perdent jusqu'à 3 ans de vie en bonne santé du fait du bruit. Et ça touche évidemment les zones du 93, 95, proche de Roissy. Et ça, la société n'en parle quasiment pas parce que l'avion a eu, peut-être ça chancelle un peu aujourd'hui, une aura suffisante pour masquer ça. Donc le train, alors j'espère pas que ça fait perdre des mois de vie en bonne santé, mais le paysage ou le paysage sonore sont des choses qui se construisent dans une époque. Et donc du coup, peut-être que les nuisances du train seront acceptées parce qu'elles portent suffisamment parce que le train lui-même portera suffisamment d'évitement d'autres choses. Voilà, ou alors ce sera le dernier à faire du bruit parce que tout sera devenu, de mobilité active. Il n'y aura que du vélo et des piétons et donc on ne supportera pas le train parce que ce sera le dernier à moteur. L'écologie, ce sont de nombreuses autres questions. La question du recyclage, par exemple. Que fait-on des machines quand elles ne sont plus en service ? Je sais qu'à New York, ils balançaient dans la mer les vieux métros il n'y a pas si longtemps pour en faire des récifs pour poissons. En effet, la MTA, qui exploite le métro new-yorkais, a eu l'idée originale, étonnante ou choquante, selon les points de vue, de se débarrasser de ces rames usagées dans l'océan Atlantique. La compagnie annonce les avoir dépolluées avant de les immerger afin d'en faire des récifs artificiels. Entre 2001 et 2010, ce sont donc 2580 voitures en acier et carbone qui ont fini leur vie au fond de l'eau. Prochainement au cinéma, le nouveau film de James Cameron, Nemo dans le métro. Mais l'histoire ne dit pas si ce geste était un geste de pure philanthropie envers le règne animal ou si les 26 millions d'euros ainsi économisés en coûts de démantèlement ont pu jouer. En tout cas, d'autres solutions existent. Et cela commence dès la phase d'étude, car, comme le veut l'adage, le meilleur déchet est toujours celui que l'on ne produit pas. Il y a donc un gros travail sur le choix et la réduction du volume de matériaux utilisés dans la construction à faire. On essaie d'être toujours dans l'anticipation, avec un travail sur le choix de matériaux ayant un impact le plus limité possible sur l'environnement. Utilisation d'huiles biodégradables, alternatives et substituts aux matières dangereuses comme la créazote pour les traverses. On joue également sur la durée de vie des pièces et sur une optimisation de la maintenance. Les constructeurs travaillent sur les méthodes d'assemblage pour un démontage et un recyclage facilité. Le but est d'être dans l'anticipation. L'anticipation dans la valorisation possible des matériaux utilisés. Avec peut-être d'autres recyclages que l'aménagement des fonds marins. Et le transport sur rail de demain, sera-t-il forcément vert ? Beaucoup d'annonces se bousculent ces derniers mois en lien avec cette thématique. Il y a, par exemple, la présentation par la SNCF et Alstom, dans ses ateliers historiques de Belfort, du TGV de demain, le TGV M, devant circuler à partir de 2024.
Il est présenté comme un concentré d'innovations inédites. Et à la SNCF, on parle même d'excellence environnementale. Pour ce faire, il y a eu une diminution du poids avec des matériaux plus légers, un travail sur l'aérodynamisme, tout cela permettant une diminution de la consommation énergétique. Alstom propose également une standardisation des pièces, par exemple entre les TGV et les Transiliens. Les pièces sont donc plus fiables car produites en grande série et également moins chères. Ce TGV sera modulable et avec une jauge maximale de voyageurs en hausse de 20%, ce qui réduit encore les émissions par passager. Il y a aussi une réflexion sur la vitesse. Pour un gain de quelques minutes, l'impact sur les consommations énergétiques et sur l'usure des matériaux et des infrastructures est important. C'est une petite révolution, car, comme nous l'avons déjà entendu, depuis sa création, le TGV a vu sa vitesse croître à chaque nouvelle génération. Une réflexion plus globale est peut-être en route. Après, il y a son rapport à la vitesse et son rapport aux effets territoriaux du fait de cette vitesse. Est-ce qu'on peut envisager de poursuivre, comme l'a annoncé le président Macron, les lignes à grande vitesse, alors qu'il avait annoncé 4 ans auparavant qu'il fallait arrêter? Moi, je ne suis pas loin de penser qu'il faut retrouver un territoire plus équilibré d'un point de vue démographique, c'est-à-dire avec quelque chose qui est moins concentré dans des métropoles et probablement du coup moins rapide. Un autre élément d'actualité est présenté comme vecteur d'avenir est le recours à l'hydrogène. Les premières rames Regiolis H2 ont été officiellement commandées, des rames bimodes alimentées par de l'électricité et de l'hydrogène. Les régions Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie devraient donc être les premières à voir circuler ces rames en France d'ici la fin 2025. L'avantage annoncé est le remplacement des rames diesel et l'augmentation de l'autonomie. Il faut noter que depuis 2018, certains de ces trains à hydrogène roulent déjà sur les réseaux allemands. Moi, je rappellerai plusieurs choses. D'une part, l'hydrogène n'est jamais qu'un vecteur, c'est comme l'électrique, c'est-à-dire que ce n'est pas la source, et que l'enjeu que vous connaissez sûrement, c'est de savoir comment il est produit, cet hydrogène. Il y a plusieurs solutions, et il y a une solution qui s'appelle l'hydrogène naturel, qui n'est pas très connue, qui est de l'hydrogène qui sort spontanément de la Terre, qu'on ne connaît pas très bien, et qui semble être une piste intéressante. Sinon, il y a tout un tas d'autres solutions. Donc, il y a les solutions le vaporeformage là, qui est moins, évidemment, qui fait que c'est pire que de rouler au fioul. Mais il y a cette idée aussi de produire l'hydrogène avec les surplus du renouvelable, lorsqu'il y a beaucoup de vent ou beaucoup de soleil et qu'on peut produire de l'hydrogène. Alors, moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que de toute façon, comme ça suppose de produire uniquement dans les pointes, ça veut dire qu'on a toute une installation qui va être utilisée pour autre chose et que du coup, on aura juste une petite production pour l'hydrogène. Et donc, ça veut dire que ça sera un hydrogène assez coûteux à obtenir puisqu'il sera assez recherché. Moi, mon sentiment, c'est que de toute façon, nous voyagerons de façon plus coûteuse à l'avenir. Donc, que ça soit plus coûteux n'est pas un problème, ce sera le cas pour tout. Voilà. Et après, en tout cas, moi, je pense il faut pas croire. L'hydrogène est associé à l'eau et à la pureté. Je pense qu'il ne faut pas avoir ces images-là. Parce que de toute façon, il ne faut pas retomber dans une illusion de la propreté. Si on interroge le rapport au temps long, on peut aussi s'interroger et mettre en avant un objet devenu presque mythique et actuellement plébiscité, le train de nuit. Lui, qui avait progressivement été rangé au rang de relique, semble renaître. Moins polluant que l'avion et la route, il réduit aussi les nuisances du surtourisme, a des vertus décentralisatrices et reste économique pour le voyageur. Mais nous reviendrons en détail sur ce mode de circulation très prochainement. Moi, je suis entièrement favorable à l'évolution, la reprise en Europe des trains de nuit. Et je dirais que la France est en retard. Quand on voit ce qui se passe en Europe centrale, on est très largement en retard sur l'essor des trains de nuit. Finalement, et si des jours meilleurs et plus verts ne venaient pas du matériel, mais d'un changement plus global? Je laisse le mot de la fin à Arnaud Passalacqua. Je pense qu'effectivement, notre société doit profondément évoluer dans son rapport au temps et à la distance, et à la mobilité, au voyage, etc. Et que la première de ces évolutions, c'est arrêter l'avion. Donc je suis très très clair sur cette ligne. Et que néanmoins, si on veut continuer à vivre dans un monde relativement connecté, il y a des solutions de transport
plus adhérents au sol, au territoire, et plus lents, qui sont envisageables. Et il faut produire les conditions sociales qui rendent possible le fait qu'on puisse voyager dans ces conditions. C'est-à-dire que de ne pas envisager qu'on puisse faire l'aller-retour Paris-Tokyo dans la journée pour une réunion, mais qu'on puisse que les conditions au travail familial, que ça demande toute une transformation sociale autour du fait que pour aller par exemple en Scandinavie depuis Paris, eh bien on peut y aller facilement, on peut y aller en train, un peu de bateau, un peu de train, etc. Et ça prend plus de temps. Et donc du coup, les conditions sociales il faut qu'on puisse monétariser ce temps, que ce soit du temps de travail pour les cadres qui pourraient travailler, par exemple, etc. Et que ça soit pas... et donc, ça demande aussi des choses sur le familial. Donc, c'est pas évident. Et c'est pas uniquement substituer l'avion par le train facilement. Il y a tout un travail sur les imaginaires qui se fait, mais aussi sur les organisations sociales. Par exemple, que ce soit aussi facile pour les femmes que pour les hommes de s'absenter longtemps du foyer, ce qui n'est pas le cas. Donc ça demande vraiment un travail long. Ce chantier il est sûrement gigantesque. Il dépasse les mobilités. Il va sur tout un tas de rapports à la nature, pour le dire comme ça, de rapports à nous dans la nature, à nous par rapport au temps, à la question du temps orienté vers le progrès, à la question du capitalisme, plein de questions qui se combinent et qui sont aujourd'hui dans notre monde qui prend conscience de ses limites et pas qu'un peu. Et donc le train peut trouver largement sa place là-dedans. Ça, c'est vraiment sa force, à mon avis. Mais c'est pas l'objet qui doit mener le monde. C'est-à-dire que c'est à nous de choisir la place qu'on lui donne. Et c'est pas lui qui nous dira comment on doit agir. Dans ce podcast, vous avez peut-être entendu le terme de créazote. J'ai eu envie de faire un petit focus sur ce produit et sur l'objet emblématique qu'il recouvre, la traverse de chemin de fer. En effet, dans l'imaginaire collectif, existe-t-il un objet plus totémique que la traverse qui, pendant des décennies, a marqué le paysage français ? Marqué, mais aussi impacté, car la traverse n'est pas neutre d'un point de vue environnemental. L'efficacité du train vient de sa voie, de son contact au rail, et donc pour cela, ça nécessite une infrastructure spécifique. Et ça, c'est un peu une des faiblesses du train, qui est que d'une part, il faut trouver l'espace pour le faire, d'autre part, ça coûte cher, ça crée tout un tas d'effets de coupures, tout un tas de problèmes. Et en plus, ça vient insérer dans un milieu, un paysage, un milieu particulier, des objets nouveaux, industriels, qui sont ces rails, et puis qui sont aussi ces traverses, par exemple, et puis tout un tas d'autres éléments de la voie. Et nous, dans l'axe concerné, on a travaillé sur cette question des traverses, qui est une question qui est devenue un enjeu écologique. Alors, les traverses... Leur problème est double, c'est à la fois que c'est du bois, donc il faut bien prendre cette ressource quelque part, et à la fois ce bois, pour le maintenir le plus longtemps possible, les compagnies ferroviaires en général le traitent avec un produit qui s'appelle la créosote, et qui est un produit qui pose un certain nombre de problèmes environnementaux et sanitaires, notamment pour les agents qui le traitent, et puis environnemental autour des voies. Et donc là, ça fait de très longues années que la créosote est utilisée, mais on a émergé en fin XXe siècle et puis début XXIe cette recherche d'une amélioration des traitements, d'utilisation différente d'autres types de créosote, etc. Et donc là, on a eu tout un moment créosote et traverse dans les années 2000-2010 autour de cette question des maladies professionnelles, de la réutilisation, du réemploi de ces traverses pour d'autres choses lorsqu'ils démontent les traverses et que les gens s'en emparent parce que c'est un objet sacré issu du monde ferroviaire qu'on fétichise et qu'on met dans son jardin pour faire des plates-bandes pour ses plants de patates. Et là, en fait, on ne se rend pas compte qu'on est en train de contaminer ces patates. Donc il y a toute cette tension-là autour d'un certain nombre d'artefacts de la voie qui posent des enjeux écologiques et sanitaires, même directement. Merci d'avoir écouté cet épisode de Il était une voix, un podcast de Rail et Histoire. Vous trouverez en description les sources utilisées dans cet épisode. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu, et à bientôt.